Bonsoir et bienvenue à tous. Jeudi 11 mai, voici les titres. 5 jours après l'élection, le mouvement du président Macron dévoile une première liste de 428 noms pour les législatives. La République en marche n'investit pas Manuel Valls, mais ne présente pas de candidat contre lui. Parmi les sélectionnés, Gaspard Ganzer, conseiller de François Hollande, le mathématicien Cédric Villani ou encore l'ancienne torera Marie Sarah. Et à Marseille, Jean-Luc Mélenchon est bien déterminé à défier Patrick Mennucci, candidat socialiste à sa propre succession. Pour le leader de la France insoumise, accusé de parachutage par ses adversaires, le but n'est pas d'affaiblir le PS, mais bien de le remplacer. Des ouvriers qui détruisent au chalumeau leurs machines et menacent de faire exploser leur usine. Un geste de désespoir des salariés de l'équipementier automobile GMS, menacés de liquidation judiciaire. Pour le personnel, les constructeurs français PSA et Renault bloquent la reprise du site. 80% des Français ressentent de temps en temps de la fatigue sur leur lieu de travail. C'est l'occasion de se pencher sur la fatigue chronique, une maladie encore méconnue. Nous répondrons à toutes vos questions. Et puis à la fin de ce journal de la musique, avec la tournée triomphale de Julien Doré, 10 ans après la nouvelle star. Le chanteur est au sommet cette semaine, place au Zénith de Paris, avant de remplir la scène de l'Accor Hotel Arena en décembre, pour finir en beauté. Chose promise, chose due, le mouvement La République en marche d'Emmanuel Macron a donc dévoilé une première liste de ses candidats pour les législatives des 11 et 18 juin prochains. 428 noms et toujours pas de Manuel Valls. Pour connaître l'ensemble des candidats, il faudra patienter jusqu'à mercredi. La moitié des sélectionnés sont issus de la société civile et la parité homme-femme est bien respectée. Méline Ménard, Geoffrey Marin-Joris. Quel point commun entre une éleveuse de taureaux, un mathématicien de renommée mondiale et le conseiller en communication de François Hollande à l'Élysée? Réponse: tous les trois tenteront d'apporter une majorité parlementaire au président Macron aux législatives dans un mois. En tête d'affiche, Marie Sarah, ancienne torera, affrontera le député sortant du Front National Gilbert Collard dans le Gard. Au QG du président élu, les tractations ont été longues. 214 hommes, autant de femmes. Au total, 428 investitures. C'est moins que prévu. Car il a fallu trancher 19 000 dossiers reçus en 4 mois. Surtout, peser méthodiquement l'équilibre droite-gauche. Dans ce petit jeu, un geste. Manuel Valls, il n'est pas le bienvenu dans le mouvement, mais il n'aura pas d'opposant du camp Macron face à lui. Nous considérons qu'un ancien Premier ministre a présenté une candidature qui devait être examinée respectueusement. Ce que nous avons fait. Égard apprécié par l'intéressé. On ne construit rien de bon sur la rancœur. J'ai pris connaissance du choix d'En Marche. Je salue cette décision. François Bayrou, rallié depuis 3 mois à Emmanuel Macron, est lui amer. Cette liste n'a pas son assentiment. En clair, il n'a pas assez de place pour ses troupes. Le mouvement a tout juste 1 an, cela se sent. Exemple, sur la liste des 428 investis, âgés de 24 à 72 ans, figure Mourad Boudjelal. Problème, le président du club de rugby de Toulon dément. Je suis sensible à la proposition du président, mais ce n'est pas mon ambition. Au moins 3 autres erreurs figurent dans la liste La République en marche, ce qui fait un peu désordre. Enfin, si aucun député Les Républicains ne figure dans cette liste, il y a des signes d'ouverture explicites. Par exemple, au jour d'aujourd'hui, aucun candidat en marche contre Bruno Le Maire, Nathalie Kosciusko-Morizet, Gilles Boyer, Franck Riester ou encore Thierry Solaire. Une manière de ménager des poids lourds réputés Macron compatibles, mais aussi de semer habilement la zizanie dans l'opposition. Lui est arrivé sous le soleil de Marseille. Jean-Luc Mélenchon entend bien défier le ténor socialiste Patrick Mennucci, candidat à sa réélection. Le leader de la France insoumise lançait sa campagne dans la cité phocéenne. La circonscription qu'il vise est celle qui lui a été le plus favorable au premier tour de la présidentielle. Et Jean-Luc Mélenchon a été très clair. Il n'est pas là pour affaiblir le PS, mais bien pour le remplacer. Gaël Courcel avec nos correspondants marseillais. Bonjour madame. Merci. Bonne chance. Jean-Luc Mélenchon en campagne sur le Vieux-Port. Cet après-midi, s'est entouré de multiples caméras que le leader de la France insoumise est venu à la rencontre des Marseillais. Né à Tanger, le candidat aux législatives en a profité pour rappeler son attachement à la ville. C'est là que je suis arrivé. L'autre jour, je regardais sur la carte pour voir par où j'ai bien pu passer avec mes parents et ma cage à oiseaux. C'est vivant en moi tout ça.
Un déplacement précédé d'une visite de courtoisie au maire républicain Jean-Claude Gaudin. Candidat dans la 4e circonscription, Jean-Luc Mélenchon a recueilli dans cette zone du centre-ville 39% des suffrages au premier tour de l'élection présidentielle. Je viens proposer à Marseille d'être représenté politiquement par un homme de combat. Voilà. Après avoir été élu sénateur en Essonne, député européen dans le Sud-Ouest et candidat aux législatives dans le Pas-de-Calais, Jean-Luc Mélenchon choisit donc un nouvel ancrage. Mais il devra affronter un adversaire de taille, le socialiste Patrick Mennucci, candidat à sa propre succession. Il est venu là, il dit c'est parce que j'ai fait un bon pourcentage. Mais nous ne sommes pas un pourcentage. Les gens de cette circonscription, ils ont une histoire, une famille, des désirs, des problèmes. C'est un peu négliger la réalité de ces hommes et de ces femmes. Dans la 4e circonscription, Jean-Luc Mélenchon devra aussi faire face à Solange Biagui, candidate Les Républicains et adjointe au maire de Marseille depuis 2008. Et sachez que dans cette 4e circonscription de Marseille, il existe pour l'heure également 6 candidats dont vous découvrez les noms par ordre alphabétique, allant du parti animaliste jusqu'au mouvement des progressistes en passant par le PC, Debout la France, le Front National, l'Union Populaire Républicaine, le parti de François Asselineau, ainsi que la République En Marche. Pour son premier déplacement de campagne, François Baroin, chef de file Les Républicains en législative, était dans le Nord. Il a réaffirmé sa volonté de réussir l'alternance gouvernementale et il s'en est pris au parti d'Emmanuel Macron et à ses investitures, l'accusant de devenir le nouveau PS. On l'écoute. Je l'avais dit pendant la campagne, mais En Marche était une opération et une entreprise de recyclage du Parti socialiste en déshérence. C'est exactement ce qui est en train de se produire. Il y a déjà plusieurs députés socialistes sortants qui sont intégrés. Au fond, En Marche devient le nouveau parti socialiste qui tente de se moderniser derrière l'élan d'Emmanuel Macron. Hier, les Républicains et l'UDI ont opposé au projet d'Emmanuel Macron une version remaniée du programme de François Fillon qu'il présente comme l'arme de la revanche pour des classes moyennes massacrées, selon eux, sous François Hollande. Et puis regardez ce sondage sur les intentions de vote à un mois des législatives. Donc selon Harris Interactive, la République En Marche, Modem arriverait en tête avec 29% des intentions de vote, suivi des Républicains UDI avec 20%, 20% également pour le FN, 14% pour la France Insoumise et enfin 7% pour le PS. Toute autre chose à présent avec les très mauvais chiffres de la sécurité routière. Le mois dernier, la mortalité a bondi de plus de 18%. 287 personnes ont perdu la vie sur les routes de France contre 243 en avril 2016. Le nombre de blessés a augmenté dans les mêmes proportions. Des salariés désespérés et en colère qui menacent de faire sauter leur usine. La scène se passe dans la Creuse chez l'équipementier automobile GMES qui est menacé de liquidation judiciaire. Le personnel a commencé à détruire du matériel et affirme avoir piégé le bâtiment avec des bonbonnes de gaz. Il entend dénoncer l'attitude des constructeurs français PSA et Renault qui les accusent de bloquer la reprise du site. Reportage Christophe Huette et Marc Hering. Chalumeau en main, ils ont décidé de s'en prendre à leur outil de travail. Ces salariés de l'usine GMS, menacés de liquidation judiciaire, se disent à bout. Voilà leur outil, voilà ce qu'ils sont en train de nous faire. Ils sont en train de nous découper, de nous flinguer, et nous on fait pareil. C'est symbolique, mais parce que ça nous fait mal, hein. C'est notre outil de travail, ça. Maintenant, ce qu'on veut, c'est qu'ils rentrent en égo, parce que sinon on va en découper un tous les jours. En une journée, ce sont 2 machines-outils qui ont été cassées par ces salariés en colère, qui affirment également avoir piégé le site avec des bonbonnes de gaz. Et là, c'est du gaz pour remplir les chariots. Donc c'est du vrai gaz. Donc là, si ça pète, c'est grave. La grosse bouteille blanche, elle est pratiquement pleine. Des opérations médiatiques menées par les 279 salariés de cette usine de la Creuse spécialisée dans la fabrication d'équipements automobiles pour tenter de peser sur les négociations avec les 2 plus gros clients, PSA et Renault. Ces derniers sont accusés d'avoir baissé leurs commandes au profit d'entreprises brésiliennes. L'automobile se porte bien, ils ont fait des bénéfices records. On a vu M. Tavares, on a vu tout un tas de gens qui nous disent non, c'est pas parce que vous travaillez pas bien ou autre, mais voilà, la raison c'est quoi ?
Le 23 mai, le tribunal de commerce de Poitiers pourrait décider la liquidation judiciaire de l'entreprise, deuxième plus gros employeur privé du département. Agression islamiste ou invention de toutes pièces, le tribunal de Bobigny en Seine-Saint-Denis se penchait aujourd'hui sur le cas d'un ancien gérant des restos du cœur de Montreuil. L'homme comparaissait pour dénonciation de crimes ou délits imaginaires. En juillet dernier, il avait affirmé avoir été la victime d'une agression à caractère islamiste, mais l'enquête a révélé qu'il s'agissait d'une machination, ce que dément formellement son avocat. On écoute. On est sur une banale infraction qui a existé, d'agression avec arme, et qu'effectivement, M. Sautour les a dénoncés, puisque c'est ce qu'il a vécu, une agression par 2 personnes avec arme, ni plus ni moins. Le registre de l'attentat, le registre de la qualification éventuellement criminelle dénoncée, elle n'est absolument pas dans l'esprit de M. Sautour. Et l'homme encourt jusqu'à 6 mois d'emprisonnement et 7 500 € d'amende. Ils sont 5 000 chaque année en France à se volatiliser par choix, souvent pour refaire leur vie. On les appelle les disparus volontaires. Tous sont majeurs et la justice ne peut rien faire. Une femme a décidé de consacrer sa vie à les retrouver. Thibaut Bijoux-Duval, Lola Sorrenti et Guillaume Petit. Ils disparaissent sans laisser de traces ni d'adresse. Et pourtant, ils sont quelque part dehors. Des disparus volontaires partis sans un mot, sans explication, laissant leurs proches dans l'incompréhension, avec des questions et parfois une seule obsession. Pour Fabienne, ce fut de retrouver un père, militaire jamais revenu d'un séjour sur un théâtre de guerre. Il est en vie, mais volatilisé. J'ai tout fait, je suis allée à la police. Les plaques d'immatriculation, on a cherché partout. À 54 ans, elle parvient finalement à retrouver sa trace, grâce à l'aide d'une enquêtrice. Depuis, il avait refait sa vie. Elle m'appelle et elle me dit « ça y est, je l'ai retrouvé, c'est sûr, c'est lui ». C'était l'aboutissement de ma vie, quoi. L'enquêtrice, c'est elle. Une journaliste de profession passionnée depuis 25 ans par les disparitions inexpliquées et les histoires de famille. Des enquêtes de très longue haleine. C'est une de mes enquêtes les plus corsées. L'enquête commence chez elle. Sur son site internet, plus de 6000 avis de recherche publiés par des internautes, certains faisant appel à elle. Recherche d'une demi-sœur, voilà, il y a la disparition de mon oncle, la disparition de ma tante, c'est très varié. Ni flic, ni détective privé. Ces recherches ne concernent que les disparitions volontaires de personnes majeures. Mais cet après-midi, c'est la police judiciaire qui la contacte pour des renseignements. Mais je vous donne les éléments que j'ai. C'est une enquête de terrain, ça va être une enquête de voisinage, ça va être beaucoup de recherches dans les archives. 5000 personnes se volatilisent sans explication chaque année. À l'étranger, en Syrie, les milices kurdes et arabes soutenues par les États-Unis sont parvenues à reprendre à Daesh la ville de Tabga et son barrage. Les hommes de l'État islamique leur ont opposé une résistance farouche avec des snipers et des voitures piégées. C'est un verrou important qui saute vers Raqqa, la capitale syrienne de l'État islamique. En Argentine, 500 000 personnes ont défilé à Buenos Aires pour protester contre la Cour suprême qui a réduit la peine d'un tortionnaire de la dictature militaire entre 1976 et 1983. Toutes portaient des foulards blancs, symboles des mères et grands-mères de la place de Mai qui réclament depuis 40 ans la vérité sur leurs proches disparus sous le régime des généraux. La détermination solide dans son regard, c'est qu'à tout juste 12 ans, Rajgori Pawar est une ado pas comme les autres. Son QI est hors norme, 162. Elle fait partie d'un club très fermé. Moins de 1% de la population mondiale est dotée d'une telle intelligence. Mais pourquoi faire? Qui sont-ils? Que deviennent ces enfants une fois adultes? Élément de réponse avec Mélanie Favreau et Vincent Plévin. Dans son costume d'écolière britannique, a priori, rien ne la distingue de ses camarades de 6e. Pourtant, à 12 ans, Rajgori vient d'obtenir 162 à un test de QI, soit le score maximal pour son âge. 162 de QI, c'est plus que le célèbre astrophysicien Stephen Hawking. Plus qu'Albert Einstein, qui tous les deux avaient un QI de 160. Mais l'adolescente, fille d'un chercheur en physique, reste modeste. Je ne devrais pas être comparée à eux, car ils sont vraiment brillants et moi, je ne pense pas l'être. Avec 162, elle rejoint un club très fermé de génie. Seules 20 000 personnes ont eu la même note à ce test,
Selon la norme, est considérée comme surdouée toute personne ayant un QI de plus de 130, ce qui correspond à 2,5% de la population, soit en France 1 500 000 personnes, dont 400 000 enfants. Un fort potentiel qu'il faut savoir exprimer une fois adulte, car avoir un très grand QI ne garantit pas le bonheur et la réussite. Ces enfants naissent avec une curiosité insatiable et une soif de savoir, et il faut vraiment répondre à cette soif de savoir, les nourrir intellectuellement. Aider les enfants à haut potentiel à s'épanouir, c'est l'objectif de cette école à Paris. De chaque côté. La particularité des enfants précoces, c'est qu'ils ont un quotient émotionnel en plus de leur quotient intellectuel, donc il faut leur montrer plus d'affection pour qu'ils s'accrochent au cours. Paradoxalement, leurs facilités peuvent entraîner des difficultés à apprendre. En cas d'incompréhension, ils se découragent rapidement. Mais la réussite des surdoués dépend aussi du contexte familial. De son côté, Raj Gori compte étudier la médecine plus tard, mais aussi la physique comme son père. Allez, un petit coup de pompe en plein après-midi, ça vous dit quelque chose forcément. Et oui, 80% des Français ressentent de temps à autre de la fatigue sur leur lieu de travail. C'est l'occasion de se pencher sur la fatigue chronique, très différente, une maladie encore méconnue. Alors quels sont ses symptômes? En quoi est-elle différente de la fatigue que tout le monde connaît? Donc faut-il absolument consulter? Ce soir, c'est Vicky Bogart qui fait le point et qui vous répond. Vicky, quels sont les symptômes de la fatigue chronique? Eh bien Xavier, c'est une fatigue intense d'au moins 6 mois associée à des douleurs musculaires, des troubles de la mémoire et des malaises après l'effort comme des vertiges. Mais une fatigue de plus d'1 mois sans aucune raison évidente doit déjà conduire à une consultation chez le médecin. Il est très important de vérifier si cette fatigue n'est pas causée par une autre maladie comme une anémie, un problème de thyroïde ou encore une infection. Ce qui alors n'a plus rien à voir avec le syndrome de la fatigue chronique pour lequel il n'existe pas de test précis de diagnostic. La fatigue chronique touche principalement les jeunes, entre 20 et 45 ans, même si les adolescents et les personnes plus âgées peuvent aussi être concernés. Elle survient 3 fois plus souvent chez les femmes que chez les hommes et en France, 150 000 personnes sont touchées par la fatigue chronique. Alors justement, quelle est la différence entre la fatigue que l'on connaît tous et cette fatigue chronique donc? Eh bien, une fatigue, c'est lié à un effort et cela disparaît si l'on se repose, alors que le syndrome de la fatigue chronique, c'est un épuisement permanent, une incapacité à récupérer, peu importe le nombre d'heures de sommeil. C'est une maladie neurologique reconnue par l'Organisation mondiale de la santé et cela n'a donc rien à voir avec un coup de mou ou avec la paresse. Ce n'est pas non plus une dépression car les malades, même fatigués, gardent l'envie de faire des choses et à l'heure actuelle, on ne connaît pas la cause de cette fatigue. On ne connaît pas la cause, mais comment peut-on la soigner? Alors, pour l'instant, les traitements proposés ont seulement pour objectif d'améliorer le confort de vie des patients. Des antalgiques pour la douleur, une psychothérapie pour améliorer le bien-être général et la gestion du stress, éventuellement une rééducation très douce à l'effort grâce à des séances de kiné. Et les patients sont aussi amenés à changer de mode de vie pour éviter les crises de fatigue. Et grâce à cela, eh bien, des progrès sont réalisés. Merci beaucoup Vicky pour ces explications. Le premier prix Mojo M6 a été décerné aujourd'hui. Le groupe a lancé il y a plusieurs semaines un concours destiné aux jeunes journalistes de 14 écoles reconnues par la profession. L'objectif, recruter des reporters capables de réaliser des sujets à partir de leur smartphone. Et oui, par Mojo, il faut entendre mobile journaliste. Et c'est une lauréate qui a remporté cette première édition, Manon Labatte, de l'école de journalisme et de communication d'Aix-Marseille, va ainsi intégrer les rédactions nationales et digitales du groupe. Bienvenue à elle. Le cœur des supporters lyonnais va battre fort ce soir malgré leur défaite 4-1 contre l'Ajax Amsterdam lors du match aller des demi-finales de la Ligue Europa mercredi dernier. Les joueurs de l'OL n'ont pas renoncé à créer l'exploit ce soir à domicile pour le match retour, bien sûr. Un match au sommet donc que vous pourrez suivre sur notre antenne et cette rencontre s'annonce comme un immense défi pour l'équipe de Bruno Genesio. Et sans plus tarder, on retrouve sous la pluie Denis Balbir et Jean-Marc Ferreri en direct du Parc OL à Lyon. Bonsoir messieurs. C'est la question que tout le monde se pose ce soir. Battu 4-1 au match aller. Donc les Lyonnais peuvent-ils réaliser un exploit? Bonsoir Xavier, oui bien sûr, l'exploit il l'avait fait le 6 décembre 2001 dans cette même position, battu 4-1 contre le FC Bruges. Ils avaient réussi à marquer 3 buts, dont le 3e à la 93e minute par un homme providentiel à l'époque. C'était Sonny Anderson, entouré par Fekir et Cornet. Jean-Marc, il y en a un autre ce soir.
Oui, un autre, il se nomme Alexandre Lacazette, évidemment qui a été ménagé lors du match aller. 31 buts marqués cette saison, 24 en Ligue 1, 4 buts en Ligue Europa où il a été souvent décisif. Il peut à lui seul qualifier cette équipe lyonnaise et l'amener en finale. On le souhaite tous à Stockholm. Avec aussi un autre motif d'espoir. En quart de finale, Schalke, avant d'être sorti, c'est vrai, en prolongation, avait mené longtemps sur le score de 3-0. Xavier, ce soir, l'exploit est possible. Merci messieurs, bon match à vous et on croise les doigts. Un éléphant en pleine ville, une maman qui joue à la coiffeuse avec sa petite fille et une belle rencontre entre la peinture et le cinéma. C'est l'heure bien sûr de la Minute Web et elle est signée Irène Candel. Non, il n'avait pas bu, d'ailleurs l'éléphant n'est pas rose. Cette scène vue sur le site du quotidien La Montagne a été photographiée par un automobiliste hier à Clermont-Ferrand. L'éléphant qui traverse la double voie appartient à un cirque. Sa balade a été de courte durée mais reste à éclaircir comment l'animal s'est retrouvé sur la chaussée. Les responsables du cirque affirment qu'un soigneur l'accompagnait. Une jeune mère s'est filmée en train de se faire coiffer par sa petite fille de 21 mois. Toutes deux papotent exactement comme chez le coiffeur. En postant cette vidéo le 5 mai dernier, la maman était loin d'imaginer que quelques jours plus tard, elle comptabiliserait 17 millions de vues. Forte de ce succès, elle a créé une chaîne YouTube pour sa fille et espère bien renouveler sa performance. Voici Le Café de la Nuit par Van Gogh et une scène de Lust for Life, un film de Minelli. Magritte et The Truman Show, Dali et Mad Max. Cette mise en perspective de peinture avec des films est l'œuvre d'un jeune artiste bien connu des internautes. Il y a quelques mois, il les avait déjà bluffés avec le premier volet de son travail. Allez, de la musique à présent avec la tournée triomphale d'un phénomène, Julien Doré, 10 ans après avoir gagné la Nouvelle Star. Le chanteur est au sommet chaque soir, c'est devant des salles combles qu'il se produit. Cette semaine, place au Zénith de Paris avant la scène de l'Accor Hotel Arena en décembre prochain. Reportage Ludovic Samin et Muriel Douriard. En 2 heures de concert, Julien Doré va emmener le public dans un univers bien à lui. Je suis sur scène, c'est une énergie de vie. C'est un besoin vital d'être là. Dans un décor qu'il a lui-même imaginé, Julien Doré tient à échanger le plus possible avec son public. C'est briser en permanence cet élément qui peut parfois séparer la scène du public. Voilà. Comme ici au Zénith de Toulouse où il invite un artiste en herbe à le rejoindre. Un moment unique qu'Arthur n'est pas prêt d'oublier. Julien! Depuis la Nouvelle Star, il y a 10 ans, Julien Doré a su s'imposer. Avec 5 albums studio et une victoire de la musique en 2015, le chanteur de 34 ans avance à grands pas. Tantôt drôle, parfois fragile, comme lorsqu'il s'accompagne au piano pour une chanson d'amour qui fait chavirer ses fans. C'est à moi que tu penses, à nos ivresses blanches, au feu éparé. Le vide aurait suffi. C'était le journal de la rédaction. Après la météo et scène de ménage, ne manquez pas le match retour de la Ligue Europa à Lyon, Ajax, Amsterdam. Prochain rendez-vous avec l'info demain, le 12h45, présenté par Karine Guillaume. Et c'est Nathalie Renaud qui sera là pour le 19h45. On se retrouve dimanche pour 66 minutes avec la Patrouille de France. Très bonne soirée sur M6. Vos questions et vos réactions sur notre site et notre application M6 Info.